Donc oui, bienvenue tous et à toutes. Désolée pour ces petits moments Chrome je l'avais déjà fait, mais j'ai cru l'avoir fait, mais en fait j'ai changé d'ordinateur. Effectivement, petit souci de moment. En tout cas, merci beaucoup d'être là dans ce talk. Comment nous avons développé les classements en temps réel dans jeu naval multi-cloud et nous avons survécu la bataille. C'est le jeu que vous avez joué ce midi. Donc voilà, salut, c'est moi, c'est Katia Desti. Je suis senior software engineer chez Red Hat dans l'équipe Infinispan depuis 2017. Je suis aussi depuis 2010 de Duchesse France et depuis 2015 de l'équipe d'organisation de Devox France. J'ai été nommée Java Champion en 2019 et voilà, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Caresti. Je tweete en français, en anglais et parfois en espagnol aussi, donc comme vous voulez. Et donc, en parlant de ce jeu que vous avez vu ce midi et que vous allez peut-être rejouer plus tard, le jeu naval multi-cloud qu'on a développé avec une équipe cross team, cross day partout dans le monde entre plusieurs équipes pour avoir ces jeux de battleship dans lesquels on a la partie jeu et aussi la partie dashboard dans lesquels on voit les top 10 players et aussi des stats du jeu en temps réel de ce qui se passe, combien des joueurs sont en train de jouer, combien des matchs ont été complétés, combien des humains et combien des bots d'intelligence artificielle sont là et les différents ratios, etc. Donc, pour venir un peu à l'architecture de ce jeu derrière, je pense que peut-être déjà Sébastien a dû peut-être vous en parler. Mais en gros, on a déployé 3 clusters dans lesquels on avait cette architecture, donc sur 3 clusters différents, Azure, AWS et Google Cloud. Et donc, on a l'architecture du jeu. En gros, il y a la partie jeu qui est ici à gauche, qui se connecte avec des WebSockets HTTP vers un backend écrit en Node.js. C'est là qu'à chaque fois que vous jouez, toutes les matchs, toutes les requêtes pour dire j'essaye de bouger de trouver les bateaux qui est là, etc. C'est là que toutes les requêtes vont. Ensuite, nous avons ces données-là qui sont toutes stockées sur Infinispan, qui est un cache, un data grid, cache qui valeur data store en mémoire dans lequel on va largement en parler pendant ce talk. Et donc, il y a aussi toute une partie des cloud events et de Managed Kafka dont on ne rentrera pas dedans, mais les cloud events, ce qu'ils font est de faire toute la partie des calculs de quel est le score et quels sont les mouvements que les joueurs ont fait. Et en fait, il y a deux services en Quarkus qui ont été développés. Un, du coup, pour traquer toutes les deltas des scores d'un joueur en particulier, combien il a scoré pour un mouvement, etc. Et tout ça, ça va sur Infinispan. Et ensuite, un service de leaderboard et de game stats qui va lire Infinispan et ouvrir un WebSocket qui est consommé par un front-end comme ça. Et donc ce talk est vraiment sur cette partie-là, sur comment on avons fait pour avoir 3 clusters avec la data, sachant que il faut que ça aille très vite. Du coup, la data des jeux était locale à chaque cluster. Donc, les joueurs qui étaient en Amérique, leur data était là, des jeux. Les joueurs d'Europe, leur data était dans le cluster d'Europe. Et Asia, leur data était dans le cluster d'Asia. Mais par contre, le leaderboard, et donc et les stats aussi, mais on va se concentrer sur le leaderboard, c'était global en fait. Il fallait tenir en compte tous les joueurs et tous les scores de 3 clusters. Et c'est là qu'on va venir d'abord pour expliquer, parce que tout ça, ça a été fait avec Infinispan et développé avec Quarkus, mais avec toutes les capacités d'Infinispan.
Donc déjà, c'est quoi Infinispan? Infinispan, c'est un projet 100% open source. C'est du clé valeur en mémoire, DataGrid. Il est connu par Red Hat DataGrid parce que Red Hat, ils donnent support d'Infinispan, mais c'est les mêmes produits, les produits open source et les produits sur lesquels Red Hat donne du support. Et donc, c'est des caches distribuées. Il peut être utilisé en mode dans une appli Java en mode embarqué ou en mode client-serveur avec des clients Java, C#, Node.js, etc. On s'intègre avec des applis comme Quarkus et Spring Boot, avec Spring Cache Session, Vertex, Micronaut. Aussi, quand on va faire du clustering et qu'on veut faire la réplication de sessions en différents clusters, Keycloak l'utilise et IP clustering aussi. Les caches de deuxième niveau des Hibernate aussi sont dessus. Et donc, ils supportent plus de 50 000 requêtes en parallèle. Et donc, c'est un produit vraiment pour la haute disponibilité et la haute escalabilité. Et donc, il y a des multiples use cases et de plein d'endroits dans lesquels il est utilisé en production, sur des banques, des online shops avec des millions d'utilisateurs, des aéroports, etc. Et donc, les fonctionnalités clés d'Infinispan, déjà, c'est qu'on a l'accès polyglotte en client-serveur, pour le coup, pour pouvoir avoir toutes les données et les clés valeurs sur différents clients. La tolérance aux pannes, donc le fait de pouvoir répliquer de la data et de ne pas la perdre et pouvoir réagir sur différents scénarios de disponibilité. Des transactions, c'est-à-dire que les données dans les caches peuvent être traitées d'une manière transactionnelle et faire des transactions en mémoire là-dessus. Des traitements des données qui sont faites en cluster. Et finalement aussi de la recherche full text sur les valeurs des caches. Mais donc pour revenir un peu au début du truc, mais c'est quoi le cache en fait, pour bien comprendre ce que c'est un cache distribué, qui n'est jamais en trop de le réexpliquer. Donc déjà des bases, si on a une appli et on embarque Infinispan en tant que librairie des caches, on a un cache local. Et un cache local, ça sert à pouvoir faire que la base des données ne soit pas appelée tout le temps, utiliser les données en mémoire pour que ça aille plus vite, des traitements qui sont très longs à calculer, qui soient déjà dans le cache en mémoire pour que ça soit servi très vite. Bref, ça sert à tout ça. Les trucs, c'est que souvent, on n'a pas une seule instance déployée, on en a plusieurs. Et donc, quand il faut optimiser toutes ces ressources des caches across les 3 déploiements de ces étapes-là, ça veut dire que on doit gérer que le fait que j'ai fait un remove de 5 piters qui se trouvent sur les caches 2, mais que dans les caches 1 de l'appli 1, il est toujours là. Donc, comment on fait pour faire sorte que ces données disparaissent de partout? Le fait que je peux avoir en cache la clé 2 et ici sur l'appli 1, du coup, on va la retrouver en mémoire, mais par contre, dans l'appli 3, ça va être nul, donc il va falloir les calculer ou faire bon, bref, ça commence à être plus compliqué. Donc, la première chose qu'on peut faire avec Infinispan, c'est d'utiliser un cache distribué dit répliqué. On les connecte et on dit, tu stockes toutes les datas de partout, automatiquement. Donc, ça, il crée un cluster dans lequel ils se communiquent entre eux. Et donc, quand je fais put 3 juin, même si ça tombe dans l'instance numéro 1, ce qu'il va faire, c'est Infinispan lui-même répliquer la data dans l'instance 2 et 3. Et comme ça, on aura toute la data consistante de partout. Et ça, c'est la consistance la plus haute qu'on peut avoir. Les problèmes de ça est qu'évidemment, c'est très, très consistant. On ne va jamais perdre la donnée. Par contre, ça consomme beaucoup de mémoire et au bout de 10 serveurs d'Infinispan et des millions de données, on commence à voir que niveau scalabilité des mémoires, c'est pas terrible en fait. Il faut écrire autant et sur autant d'instances. Donc pour ça, c'est les caches distribuées et celui-là, c'est un cache distribué dans lequel on va dire on stocke une seule fois la clé valeur dans le cache. Donc, en gros, la data, elle est distribuée de partout.
Dans les trois, donc l'appli 1 aurait la clé 1, la 2 la clé 2 et la 3 la clé 3. Donc, qu'est-ce qui se passe si je fais un get 2, mais ça tombe la requête sur l'appli numéro 1, Infinispan sait où ces clés 2 se trouvent, du coup, va aller la requêter au bon instance et va la retrouver quand même. Donc, on n'aura pas des miss. Et donc, pour supprimer ou pour n'importe quoi, pour expirer la donnée, ça va fonctionner comme ça. Le problème est que si on perd l'instance numéro 3, comme il y a une seule copie de la donnée, on n'a pas beaucoup de consistance et on peut perdre potentiellement à vie les 3 joints. Et je dis à vie parce qu'il y a des cas dans lesquels peut-être c'est pas grave parce que c'est juste qu'il faut recalculer ou qu'à un moment donné ça va être un peu plus lent pour recalculer cette valeur. Mais il y a des moments que ça peut être les shopping carts t'es là en train de faire tes courses de supermarché, tu mets tout dans les shopping carts, tu vas au checkout, l'instance dans laquelle tu es tombe et t'as plus ton shopping cart. Ça, c'est embêtant. Il faudrait que moi, je puisse le retrouver. Donc, pour ça, on met un peu c'est là qu'on va trouver la consistance et plus la durabilité de la data, de pas la perdre. Donc, on va dire, stocke-moi 2 fois. Et donc, au lieu de le stocker, si on fait input 4 pp, il va Infinispan lui-même faire une copie au backup. Et donc, on va avoir 2 fois à chaque fois les clés valeurs. Donc, quand on a beaucoup de données, beaucoup des millions d'entrées, beaucoup de data et des nœuds qui se rajoutent comme ça, c'est quelque chose qui scale beaucoup. Et comment ça fonctionne quand ça scale? Admettons qu'on veut scaler à 4, avoir une instance numéro 4. Donc, il va falloir que la data se redistribue pour justement, on a plus de mémoire. Donc, ici, il y a l'appli 4, il va être owner et backup des nouveaux clés valeurs. Et du coup, Infinispan il implémente le consistent hashing. Et du coup, les consistent hashing, ça assure, et ça c'est très important, que quand on est sur un scale up ou un scale down, il y a uniquement la data qui doit appartenir au nouveau nœud ou la data qui doit quitter un nœud qui quitte le cluster, qui doit être redistribué dans les autres, qui va bouger dans le réseau. Donc, dans ce cas-là, il y en a que 2 qui vont aller se placer dans l'appli 4. Et ça, c'est super important parce que si l'algorithme de hashing n'est pas consistant, ça fait que si on rajoute des nœuds, on les enlève, toute la data doit être redistribuée dans le réseau, donc le cluster va pas être très stable si on a des millions et des millions de données qui sont en train de se balader de partout. Donc, et ensuite, côté availability, Infinispan implémente différents mécanismes pour faire face à un split brain, par exemple, qui est qu'il y a une coupure des réseaux, donc les clusters se divisent en 2, etc. Comment on fait, en fait? Est-ce qu'on laisse est-ce qu'on laisse la data d'être écrite, juste lue? Comment on se comporte dans ce genre de scénario? Infinispan propose différents types des solutions et différentes options dépendant de ce qu'on veut faire pour faire face à tout ça. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi est que quand on fait un embedded comme ça c'est des applis du coup qui contiennent un Infinispan, nos applis Java, et qui se connectent entre elles. Nos applis, si on embarque les données comme ça, c'est plus des applis stateless, c'est des applis stateful. Et on nous dit de faire des applis stateless, et ça c'est pourquoi, c'est pas par plaisir, c'est vraiment parce que c'est beaucoup plus facile à gérer quand on a pour faire sur Kubernetes ou n'importe quel environnement cloud pour faire des scale up et down. Quand t'as pas beaucoup de data, c'est facile. Quand t'as pas de la data, pouvoir le faire. Alors que quand t'as de la donnée, on voit que ça c'est un peu plus compliqué. Et donc aussi les problèmes est que une appli stateless en soi il fait rien. Il nous faut de l'état, il nous faut de la data quelque part. Donc, en gros, ce qu'on veut, c'est des applis qui ont l'état, mais on le veut sans état. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vers un modèle dans lequel on essaye d'utiliser principalement Infinispan en mode client-serveur.
Donc, les microservices ou les applications vont utiliser les langages de leur choix, donc un Node.js, Java ou autre, vont se connecter en binaire, mais aussi en REST si on veut, un cluster d'InfiniSpan. Donc, disons que les applis qui se connectent entre elles, c'est les serveurs d'InfiniSpan qui se connectent entre elles. Et tout ce que j'ai expliqué sur les caches distribuées, bah, c'est la même chose, c'est juste que c'est pas ton appli, c'est des instances de serveurs qui se connectent. On a aussi toute une partie d'InfiniSpan Operator pour déployer sur Kubernetes. Les opérateurs est vraiment très développé en active développement et donc ça aide beaucoup pour tout ce qui est déploiement sur Kubernetes ou OpenShift si vous êtes sur OpenShift de Red Hat. Et donc pour configurer une cache, et là, on vient, comment on a fait tout ça. Là, déjà, une cache, le plus simple qu'on peut dire, c'est une cache distribuée en mode synchrone, parce qu'on peut dire distribuer la data en synchrone ou asynchrone. Je mets des stats parce que je vais voir les stats que j'ai de mon appli et tout. Voilà, je peux créer une appli, je peux créer une cache avec du code Java ou code client. Je peux configurer dans les InfiniSpan XML, qui est la configuration d'InfiniSpan du serveur et le déployer dans différentes instances. Je peux le faire avec le command line tool dans le serveur. Je peux utiliser la console web du serveur aussi ou l'opérateur Kubernetes. Mais du coup, là que je vous parle évidemment d'un cache qui est des put, des get, expirer de la donnée, c'est tout. Ben non. On a, ce que j'ai dit, il y a le clé, un des fonctionnalités clés qui est InfiniSpan Search. Et InfiniSpan Search, qui est de faire la recherche full text, ça permet de faire ces genres de trucs dans lesquels, ça c'est en utilisant les extensions de Quarkus, de InfiniSpan Client Quarkus, bah, on a notre cache remote, Player Score, dans lesquels c'est où on a stocké toutes les données, toutes les scores que vous avez vu dans le leaderboard sont scorés là et sont updatés pour chaque joueur. Et ensuite on peut faire des queries comme ça. Donc à partir de les player scores, je vais créer une query dans laquelle je vais faire un from player score. Where des humains, parce qu'on ne veut pas compter ce qu'ils font les bots, on s'en fout, on veut le ranking des vrais gens, et order by et score en descendant. J'ai dit que je veux un maximum de 10 résultats, et avec ça, j'ai le top 10. J'ai le top 10. Donc, j'ai un service qui met tous les scores dans un cache, et avec ça, je suis capable de récupérer les top 10. Mais pour ça, pour le faire avec InfiniSpan, je dois venir à vous parler de protocole buffers. Pourquoi? Parce que c'est comme un Red Hat Player Score, c'est un class Java. Mais pourquoi je vais venir pourquoi vous parle des protocoles buffers? Je viens. Donc, protocole buffer, juste pour vous mettre en situation, c'est une librairie de Google, open source depuis 2008. Qui est une librairie de sérialisation binaire de data. Donc, en gros, nos bins Java, on peut le sérialiser en utilisant la sérialisation de Java qu'on connaît, mais qu'elle a quand même pas mal des problèmes, disons, et qu'il va interagir uniquement avec des applis Java. En fait, on sérialise des objets en Java, c'est une autre appli Java qui va pouvoir les sérialiser. Mais du coup, protocole buffer permet les formats, quand il est sérialisé, de l'interopérabilité entre multiples langages. Donc, avec Java, avec C#, avec du JavaScript, avec voilà. Et en fait, c'est une structure d'XML, type style XML, dans lequel on va écrire un schéma, mais c'est plus léger, plus compact et plus rapide. Et il est largement utilisé pour gRPC. Kafka l'utilise aussi. Il utilise Apache Avro aussi, mais protocole buffer, protobuf est aussi une manière de sérialiser de la data. Et du coup, oui, InfiniSpan l'utilise aussi pour stocker les données dans ce format-là.
Et en gros, ce qui se passe, c'est que donc il faut définir un petit message dans un protocole buffer. Il faut définir un type de message dans lequel on dit j'ai cet schéma-là, message personne avec un name, ID, email. Et ensuite, en faisant protoc et en disant compile-moi ça pour ces fichiers pour avoir les stubs et clients en Java, il va me pondre du code en Java pour pouvoir écrire et lire et c'est-à-dire sérialiser un Marshall et une Marshall en format protobuf. Et pourquoi ça c'est important? Parce que pour sérialiser, encore une fois, on peut utiliser toujours la sérialisation de Java et on peut stocker dans les serveurs d'InfiniSpan des objets en byte stream ou Java ou des objets sérialisés en Java. On peut aussi stocker du texte JSON ou XML, mais comme j'ai dit, on peut stocker du protobuf. Et ça va nous donner le plus de pouvoir possible en tout ce qui concerne ces use cases en particulier. Donc, ensuite, dans notre appli client, pour pouvoir l'utiliser avec protobuf, donc pourquoi nous, on utilise protobuf et on a implémenté une librairie de sérialisation qui s'appelle InfiniSpan ProtoStream, qui fait partie de InfiniSpan. Donc, en gros, on stocke les données en format protobuf. Et ensuite, dans le code client, au lieu d'utiliser un marshaller qui va lire et écrire la data en Java ou string, on va utiliser le ProtoStream marshaller qui est celui qui est capable de le faire en format protobuf. Donc, pour pouvoir faire du search, en gros, dans une appli Java, ça peut être celle des Quarkus, on va prendre les bins de player des scores et on va mettre des annotations de protostream. Donc, on va dire, je veux que tu puisses créer un petit message protobuf avec protofactory, player xor, en utilisant, en le mettant sur les constructeurs. Et ensuite, je vais mettre des annotations dans différents champs pour lui dire, je veux que ça fasse partie de mon schéma et celui-là aussi. Du coup, tu vas dire quelles sont les données que tu veux indexer et que tu veux convertir à protobuf et l'envoyer comme ça. Et ça, c'est dans le code client. En plus, on a des petites annotations extra qu'on met pour enrichir, pour dire, OK, en plus, ça, tu vas aussi me l'indexer. Parce que c'est quelque chose sur lequel je veux faire la recherche. Donc, je veux que ces champs-là soient indexés, pas analysés, mais indexés, etc. On va mettre différents métadatas de ce genre pour pouvoir faire ça. Côté serveur d'InfiniSpan, et c'est pour ça que j'ai mis ici les deux logos d'InfiniSpan, il y a deux choses importantes. Donc, une cache doit contenir, on doit lui dire que le données de stockage est de ProtoStream, et ensuite, on va lui dire qu'on va indexer comme Red Hat Player Xcore. Donc, ça, c'est côté configuration. Et donc, côté les protobuf et schema, pour que les serveurs qui soient capables de recevoir un stream et savoir qu'il doit les sérialiser et les stocker en protobuf et ensuite le lire et pouvoir le servir avec différents formats d'interopérabilité, le serveur a besoin de connaître les proto-schemas. Donc, le schema, les players.proto, il doit exister dans les serveurs. Mais les ProtoStream, ils génèrent les schémas pour nous. Et on va voir après avec la démo des Quarkus comment tout ça s'agrégé pour que ça marche. Hein. Et que grâce aussi à l'extension des Quarkus, on peut faire sorte que ça soit très rapide et que tout de suite ça marche. Et donc, si on a 2 data centers ou 3 data centers, comme je dis, comment on fait? Si on a les data locales dans un data center, la data des d'autres players dans le deuxième et la data des troisième players dans le troisième, comment on fait pour avoir un ranking global? Donc, il y a ce que j'ai dit, c'est tout au début qu'il y avait toute une partie de tolérance au pan. La tolérance au pan, c'est aussi tolérer je perds un data center.
qu'est-ce que je fais, où sont mes données en fait. Et donc, on a la réplication cross-site. La réplication cross-site, ça fait que donc on peut avoir 2 data centers comme ça, dans lesquels on a 2 clusters d'Infinispan qui sont différentes et même qui peuvent contenir des caches différentes, qui peuvent avoir celui-là, AWS peut avoir 20 nœuds, GCP peut avoir 4 ou 5. Tout dépend de différents, donc ça va s'adapter en fonction des besoins. Et là, on va dire, on peut dire que ça réplique les données. Entre les deux Infinispan, on peut dire, ok, tu vas me faire ces données-là, tu vas mettre en backup en AWS. Et du coup, on peut faire la réplication actif-passif, donc de dire, ok, AWS, ces backups sont sur GCP, mais GCP fait pas de backup, c'est juste lui les backups. Mais aussi, on peut faire active-actif, qui est que tous les deux s'échangent les données en même temps. Et c'est ça qu'on a fait aussi pour pouvoir faire ces rankings global. Donc, si bien la plupart des données sont locaux pour chacun des clusters, ce qu'on a fait, c'est de les scores. On a mis la réplication active-actif. Et donc, si on a 2 clusters comme ça, un London et l'autre à New York, ce qu'on va faire, c'est appeler 2 caches avec les mêmes noms. Donc, dans ce cas-là, scores et scores. Et dans les caches de London, on va dire que le backup site, c'est New York. Et sur le cache de New York, on va dire que le backup site, c'est London. Et donc, comme les données et les clés des joueurs sont uniques par région, il n'y a pas de collision du tout. C'est juste que la data voyage de partout. Et c'est comme ça que la query qu'on a fait pour avoir les top 10, non seulement on tenait compte les scores de son cluster, mais les scores des autres 2 clusters aussi en permanence. Et donc là, après toute cette partie, donc on va faire, je vais vous montrer la démo. Je vois pas s'il y a des gens qui écrivent dans le chat, je vois pas. On verra des questions plus tard. Donc je vais vous montrer. Donc ici, j'ai fait, je vais vous montrer, je le fais avec Docker. En gros, j'ai avec Docker Compose un truc hyper simple, 2 clusters d'Infinispan avec un seul nœud, un sur London et l'autre sur New York qui sont dans mon local. Mais c'est la même chose quand on est sur véritablement sur 2 data centers séparés, mais plus avec du coup avec Kubernetes et avec tout ça là. Et donc si je viens ici, et là je vais faire, je vais ouvrir ça comme ça. Donc là, hop, j'ouvre localhost 112, ici localhost 3.1.2.2. Donc j'ai 2 clusters. Donc celui-là c'est les sites Londres et celui-là c'est les sites New York City, et dans lesquels ils sont vides. Et ça c'est la console web du serveur. Qui est, quand on voit ici cluster membership, on voit que les cluster membership, il y en a qu'un seul. Et ici, on a des stats de New York, il y a rien pour l'instant. Et London, c'est exactement, c'est la même chose. Donc je reviens là et j'ai fait tourner un local, donc un localhost 8000. J'ai le leaderboard. C'est une appli écrite en Deno. C'est du pour front qui va se connecter au WebSocket du leaderboard. Et c'est là que je vous montre. Hop, et je viens ici avec mon IntelliJ. Donc, je vous montre les WebSockets du leaderboard. Donc, déjà, des bases, c'est une appli, c'est une appli Quarkus. Je vais vous montrer que la partie qui correspond au leaderboard, au top 10, pas la partie stat du jeu.
Donc, en gros, c'est une appli Quarkus qui utilise l'Infinispan Client Exception, des WebSockets et les schedulers aussi. Ça, c'est le plus important pour vous. Il y a toute une partie ici, Infinispan Init, dans lesquelles ce que je fais, c'est de mettre des données random parce qu'on n'a pas les autres services. C'est vraiment pour du développement local. Et en gros, ici, ce que je dis est que l'appli Quarkus, ben, c'est 8080, et que je vais me connecter à Infinispan 11222. Et celui-là, c'est celui de Londres, c'est pas celui de New York. Et donc ici, j'ai ça dans lequel je dis, OK, les leaderboards schedule chaque seconde. OK, pourquoi ça? Parce que, donc, moi, j'ai ici donc un WebSocket dans lequel donc j'ai le cache player score et que j'appelle le méthode broadcast chaque 1 seconde. Bah, pour la keynote de Summit, c'était chaque 4 secondes parce que sinon ça allait trop vite, ça bougeait trop vite les leaderboards. Et donc là je le configurais en local pour que chaque seconde il exécute cette méthode. Et du coup, ce qu'il fait chaque seconde, ici en local, c'est d'exécuter la query sur player score dans lesquels j'ai fait les top 10 et je transforme cette top 10 et je l'envoie comme un string de JSON dans le WebSocket. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est en continu, faire un query pour avoir les top 10. Ça, c'est côté applicatif, c'est plutôt simple. Donc, donc ce que je dis aussi, c'est donc les player score, on utilise les annotations des proto-streams. Et là, vous allez voir exactement ce que ça fait. Donc ici, pour dire que ça, c'est un champ que je veux c'est réalisé avec protobuf, celui-là aussi. On le met tout comme ça. Et ensuite, on dit, OK, tu vas me créer un fichier protobuf avec, là, j'ai utilisé tous ces classes-là. Mais en gros, ça, c'est un petit truc qu'on a besoin pour dire, OK, je veux vraiment que le fichier contienne toute la définition de toutes ces classes. Et voilà. Donc là, je vais lancer l'appli Quarkus. Que ici, ce qu'on fait aussi avec les schedulers, c'est de chaque milliseconde mettre la data, genre comme s'il y avait des gens qui jouaient. Donc là, ça a démarré. Donc là, ça, je laisse de côté. Et là, je vais voir ce qui se passe ici. Donc déjà là, on voit bien qu'il y a des gens qui sont en train de jouer. Ils sont en train d'apparaître ici. Quand je viens sur la console de London, la console de New York, il n'a rien parce qu'on l'a pas encore, on n'a rien fait encore par rapport à ça, mais on voit ici que dans le code, j'ai créé le cache. Le cache, on voit bien que c'est donc ici dans la console, on voit le type de data dans lesquels on a le key, on voit bien que c'est un type player des scores dans lesquels on voit les usernames, ça c'est pas un humain, score 0, bonus 0, etc. Et donc là pour l'instant on a 228 et 114 c'est des humains et les autres 114 c'est des bots que j'ai mis dans la data comme ça. Donc, comme c'est une cache indexée, donc niveau configuration, ce que je vous ai expliqué, celui-là, du coup, il n'y a pas encore le truc de cross-site. Ce cache n'a pas de backup. Ce cache, il est tout seul comme ça. Et donc, on voit bien que l'encoding, c'est du protobuf et que j'ai bien des index sur ça. Comme j'ai des stats, je peux regarder les stats de la mémoire, différents trucs par rapport à ce cache et aussi les queries qu'on a exécutées et tout ça.
Et en fait, côté protobuf, comme je dis, que le serveur a besoin de pouvoir savoir comment, parce que là, en fait, les clients, la console web, il appelle le serveur REST. Et le serveur REST, ce qu'il fait, c'est juste transformer à JSON quelque chose qui est un format protobuf. Et ensuite, le donner au front-end. Et ça se fait sans avoir besoin de classe Java côté serveur. La classe Java existe que dans l'appli Quarkus, qui est une classe qui est une appli Java, mais ça c'est pur JavaScript qui appelle un API REST qui juste on lui demande du JSON d'un cache en particulier. Et en fait tout ça est capable de le faire facilement parce que ce fichier proto, quand on a démarré l'appli Quarkus, en mettant avec toutes les annotations, il a créé ces fichiers et il l'a mis dans le serveur d'Infinispan. Et donc, par exemple, ici, on peut, si vous voulez, pour vous montrer, par exemple, une petite recherche qu'on peut faire, la même recherche qu'on a fait là, on peut faire une recherche comme ça dans les valeurs dans lesquelles on dit, select, compte-moi toutes les user ID qui sont des humains et que les scores, c'est plus de 30. Et il y en a 33. On peut aussi dire, dis-moi ici, score entre 35 et 50. Et là, on voit que 40, 50, voilà, il y en a que 3. Mais aussi, on peut faire du coup, sur les noms, on peut regarder les usernames qui soient similaires à Maria. Et username similaire à Maria, on voit qu'il y a un bot username Maria 1, Maria 0, et il y a aussi Marie-Carmen 0 et Marie-Carmen 1. Donc, on en a 4. Voilà, vous pouvez utiliser ça pour voir. Donc, tout ça, ça se fait. C'est pour ça que j'ai expliqué le truc du protobuf. Et dans le Quarkus, ça vient par défaut. Alors là, par contre, comme on a fait du coup, pour la réplication cross-site. Donc là, je vais vous montrer ça avec New York. Donc à New York, moi, j'ai rien du tout maintenant. Donc d'abord, ce que je vais faire, c'est je vais créer le même cache player score ici. Je vais le créer en utilisant la console player score et je vais copier-coller du conf JSON. C'est la même conf que celle de Londres, mais par contre, on dit que il y a le backup de cette cache. Du coup, ça, c'est du actif-passif. Mais ce qu'on a fait sur Summit, c'est actif-actif de partout. Mais ça, c'est vraiment pour vous montrer comment ça marche. Donc, j'ai mis que le site London, c'est le backup. Je crée le cache, player score. Et la différence, oui, vous voyez ici, celui-là, c'est juste indexed à Londres. Et ici, c'est indexed et backups. Donc, quand je viens ici, on voit que du coup que je peux, voilà, là il me dit, je peux pas, je sais pas, je connais pas index type player score. Bah oui, parce qu'il connaît pas les schémas. Il connaît pas les schémas de player score parce que il n'existe pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est copier-coller ici les schémas générés. Donc, je vais le rajouter aussi ici sur... je rajoute un nom qu'on s'en fout un peu, les noms de fichiers proto, parce que ce qui est important, c'est vraiment le contenu de fichier. Et donc là, si maintenant je reviens ici, et si je reviens à Manage Indexes, là, OK, il me dit effectivement, les index de ce cache et player score, j'en ai pas. OK. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de hacker le leaderboard et je vais créer une entrée. Je prends celui-là. Ça, c'est pas un humain, donc je vais faire gaffe. Donc ici, je vais mettre hack, hack, et la valeur, j'ai copié-collé ça, donc comme player score, je vais l'appeler ici def nation France. Et les scores, je vais mettre 3000 et c'est un humain. True. Je rajoute ça, il est là. Et maintenant, quand je regarde le leaderboard, il est là. Vous le voyez?
Et donc, si je viens ici, sur Londres, et je fais hack, bah, il est là, en fait. Definition France. Il l'a copié automatiquement. Et en gros, c'est comme ça qu'on a développé les stats, les stats aussi, cross-site, en faisant pas mal de queries en real time. Et c'est comme ça qu'on a développé ce ranking en dupliquant uniquement les données qui étaient globaux, dont on avait vraiment besoin, en gardant vraiment tout le reste local et sans répliquer de la data de manière nécessaire. Donc, avec ça, je reviens à ma presse ici. Donc, en gros, j'ai fini. Un peu, du coup, un petit poil en retard par rapport, mais j'ai démarré en retard aussi. Et donc, vous pouvez suivre Infinispan sur Twitter. Il y a deux articles qui ont été créés par rapport à l'explication de tout ça avec l'opérateur plus en détail. Vous les avez ici en bas. Et je vous invite aussi à regarder le Infinispan Client. Et si vous avez, on est sur Zulip, les Zulip d'Infinispan, vous pouvez trouver ça sur les projets open source. Et voilà, j'ai fini, Seb. Hello. Ouais, c'était super. Mon Dieu, j'ai eu peur. Mais non, tu t'en es très bien sorti. Oh là là. T'as fait quoi? T'as branché un autre laptop finalement ou... Non, le mien, c'est juste que je suis allée sur... parce que dans les stress de regarder les rangs, oui. j'arrivais pas. Et du coup, j'ai ouvert un Google Hangout. Et du coup, là, j'ai lu bien le message d'erreur. Je suis allée à la bonne option de Mac. J'ai cliqué et c'est bon. Et là, j'étais contente. Ouais, donc, vraiment, on peut... désolé pour ce petit contretemps. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ça tombait bien qu'il y avait la pause gaming où, de toute façon, j'allais dire aux gens de jouer encore au jeu de la bataille navale ou le Pac-Man que j'ai commencé à déployer pendant que toi, tu fixais ton Oui. OK. Rapidement, il y a alors une question qui n'est pas vraiment tout de suite un rapport, mais j'ai envie de répondre parce que moi, je connais la réponse, tu dois la connaître aussi, mais c'est Aurélie qui demande pourquoi on a eu cette idée de jeu de bataille navale. Est-ce que c'est la techno qui a drivé ça et tout? Alors, je ne sais pas si tu la connais la réponse, mais moi, je sais parce que c'est Beurre qui est venu avec cette idée. Et l'idée lui est venue en regardant le jeu de la dame. Quand elle est couchée et qu'elle voit le jeu d'échecs. Alors lui, il a regardé ça, il a adoré ça et ça l'a inspiré pour créer. Il a dit, mais on va faire la même chose avec un jeu de bataille navale. Donc l'inspiration, c'est Beurre, comme souvent avec les idées un peu folles de Summit. Et l'inspiration directe, c'est le jeu de la dame. Et il y a une autre question. Alors, je pense que c'est sur la dernière partie que tu montrais, Greg, qui dit Awesome, est-ce que c'est déjà disponible? Tout ce que tu nous as montré, c'est déjà disponible dans RH Data Grid? Est-ce que c'est déjà Oui, tout, parce qu'en fait, nous, donc si on paye du support, si on est sur les supports de Red Hat, Data Grid, ça a un cycle de développement versus ce qu'on a d'Infinispan de 3 mois. Donc, en gros, quand je dis d'avoir vraiment le general availability du truc. Donc, aujourd'hui, on est sur Infinispan 12.1.4 qui est déjà la version Data Grid 8.2. Donc, c'est vraiment, il est déjà dispo. Et là, on va faire la Data Grid Infinispan 12.1.5 qui sort à la fin de cette semaine, début de la prochaine. Et ça, c'est la prochaine mineure, la 8.2 de Data Grid. Donc, en gros, on va hyper vite, en fait. Il n'y a pas du décalage de... on voit des trucs sur Infinispan et en fait, au bout d'un an, on les a... Non, ça va... C'est vraiment... vous pouvez aller sur Infinispan Upstream et si ensuite vous voulez du support et que vous en avez besoin, si vous avez d'OpenShift et tout, vous l'avez déjà, je pense. Donc, allez-y, quoi. Ok, ouais. La question de Greg, c'était pour la console en mode embedded. Non, en embedded, on l'a pas cette console. On l'a. Ça, c'est une console built avec du React pour les serveurs et ça utilise l'API REST. Okay. Et donc, c'est vraiment la console, c'est vraiment pour. Il n'y a pas pour l'embedded, non. Pour l'embedded, on a du GMX, d'autres stats, mais pas ça, c'est client serveur.
Ouais, ok. Et du coup, juste, tu sais quoi, je vais vite partager mon écran pour faire le lien, refaire le lien par rapport au jeu de la bataille navale auquel vous avez tous joué tout le monde aujourd'hui. Donc, on a un namespace DataGrid où on a ce DataGrid déployé. J'ai dû le faire une version plus petite là, mais c'est quoi ça? SS c'est sur le service. On a 2 pods qui tournent là, de DataGrid. Je sais pas si on peut voir les logs. Je sais pas ce que. Là, je suis en live. Hein. Tu peux même aller à la console de là. Hein. Il doit y avoir un lien de la console. Ah oui, fais voir. Est-ce que j'ai un lien dans la console? Si je clique là-dessus, attends. Est-ce qu'il y a DataGrid Service? Sur external, je sais pas. External, peut-être. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a une route? Je sais pas. Normalement, c'est du reste. C'est du reste du web. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas la route qui est exposée, parce que moi, après, c'est normalement, on peut la trouver, mais là, je ne sais plus où ça se trouve exactement sur OpenStreetMap. C'est pas trop grave. Hein. C'était pas du tout prévu. Mais juste pour montrer qu'il y avait. Et normalement, je comptais déployer plusieurs clusters pour le backup et le resiliency et tout. J'étais un peu en stress hier aussi, moi aussi, de mon côté. Donc, je l'ai déployé juste sur un seul cluster, un gros cluster, hein, d'ailleurs. Et du coup, je vais en profiter pour regarder un peu le top 10 là. Donc le top 10 que vous avez vu qu'elle a live codé en partie, enfin certaines parties. Là c'est le vrai là qui tourne depuis ce matin. C'est toujours Glowy Ridge qui est en tête et alors ça n'a pas beaucoup bougé depuis tout à l'heure. Donc n'hésitez pas. Je vais le laisser tourner encore et je vais le fermer ce soir. Hein, sinon mon manager il va me virer parce que je vais lui envoyer la facture du cloud. Il va pas être content. Et donc du coup, moi j'ai toujours pas fini ma partie. Je pourrais être très méchant et faire un reset. Et ça si tu fais un reset, ça reset de tout, hein. Ça reset tout. Ça vide de tout. Ouais, ce que je peux faire, c'est pause. S'il y en a qui jouent, hop, je peux mettre le jeu en pause. Et ça c'est une feature que Burr il adore faire parce qu'il aime bien dire aux gens, ok, pause. Écoutez-moi à nouveau. Donc là, normalement, tous ceux qui jouent, vous êtes en mode pause. Et on peut après, je peux faire play et ça reprend, c'est ça. Hein. Hop, voilà. Du coup, Katia, merci. Oui, avec plaisir. Désolée de ces contretemps que j'ai presque eu mon cœur qui s'échappait là. Il n'y a pas de souci. Et je vois, il y en a qui demandent. Ah oui, il y en a qui demandent pour Pac-Man. Je vais revenir sur le Pac-Man. On a 2 minutes. De toute façon, il y a Renaud, il est déjà dans le backstage. Il m'a dit que c'est pas grave, il a pas 45 minutes de talk. Donc, on va te manger 5 minutes. Renaud, c'était bien d'accord? Et on va jouer un petit peu à Pac-Man aussi. OK? Bon, merci Katia. Allez, je pars.